Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des ETF Smart Beta. C'est une stratégie d'investissement qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle promet de combiner, en quelque sorte, le meilleur des deux mondes. Mais alors, comment ça marche vraiment? Est-ce que c'est si smart que ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le dilemme de base de tout investisseur. Ensuite, on verra comment le Smart Beta essaie justement d'y répondre. On va décortiquer l'ingrédient secret, les fameux facteurs, puis on mettra tout ça à l'épreuve avec des résultats concrets et bien sûr, on terminera par la question cruciale, où est le piège? Allez, c'est parti. Bon, pour bien piger le concept de Smart Beta, il faut d'abord revenir à la base, à un choix fondamental auquel tout investisseur est confronté. La question est simple, mais elle est centrale. Est-ce qu'on opte pour la sécurité, la tranquillité d'une stratégie passive qui se contente de suivre le marché, ou est-ce qu'on tente de faire mieux, de battre le marché avec une gestion dite active qui est forcément plus coûteuse et plus risquée? D'un côté, on a donc les ETF passifs. Imaginez un bateau qui suit tranquillement le courant du marché. C'est simple, c'est transparent, c'est pas cher. De l'autre côté, on a les fonds actifs. Là, c'est plutôt une fusée qui essaie de décoller et d'aller plus vite que tout le monde, mais ça coûte bien plus cher et surtout, il n'y a aucune garantie de succès. C'est de ce dilemme, de cette opposition, qu'est née une nouvelle idée. Et c'est justement là que le Smart Beta entre en scène, avec la promesse d'être une sorte de solution hybride, le meilleur des deux mondes. Alors, qu'est-ce que c'est un ETF Smart Beta? En fait, c'est un peu un mix des deux. Il conserve la structure simple et basée sur des règles d'un ETF passif, mais au lieu de simplement suivre un indice basé sur la taille des entreprises, il va suivre un indice construit plus intelligemment, en ciblant des caractéristiques bien spécifiques, des facteurs qui, historiquement, ont été source de performance. L'idée, au fond, elle est assez simple. Au lieu d'acheter le marché tel quel, en donnant plus de poids aux plus grosses entreprises, on va consciemment faire pencher la balance. On va privilégier des entreprises qui ont des atouts particuliers. On ne se contente plus de subir le marché, on essaye de le détenir d'une manière un peu plus fine, plus réfléchie. Bon, mais alors, qu'est-ce qui rend ces ETF smart? Qu'est-ce que c'est que cet ingrédient secret? Ce sont les fameux facteurs. Mais de quoi parle-t-on exactement? Le premier et le plus connu, c'est le facteur valeur ou value. Là, c'est un peu le chasseur de bonnes affaires. On va chercher des entreprises solides, mais qui sont un peu boudées par le marché et qui ne sont pas à la mode. Le pari, c'est que tôt ou tard, le marché reconnaîtra leur vraie valeur et que leur prix remontera. Le momentum, c'est tout l'inverse. On ne cherche pas la bonne affaire, on mise sur le cheval gagnant. L'idée, c'est d'identifier les actions qui sont déjà sur une belle lancée, dont le prix monte, et de parier que cette tendance va continuer encore un peu. On surfe sur la vague du succès en quelque sorte. Ensuite, il y a le facteur qualité. Ici, on cherche les premiers de la classe. Des entreprises qui sont financièrement très saines, avec des bilans impeccables, des bénéfices qui augmentent régulièrement. Bref, on recherche la stabilité et la solidité avant tout. Avec les petites capitalisations ou small caps, le pari est différent. On mise sur le potentiel de croissance. C'est vrai, ces entreprises sont souvent plus risquées, mais elles peuvent aussi grandir beaucoup plus vite que des géants déjà bien établis. C'est le pari d'une croissance potentiellement explosive. Et enfin, la faible volatilité. Ça, comme son nom l'indique, c'est pour ceux qui n'aiment pas trop les montagnes russes sur les marchés. On va choisir des actions qui, historiquement, ont tendance à moins fluctuer que la moyenne. L'objectif, c'est d'avoir un portefeuille plus stable qui amortit mieux les chocs. Bon, sur le papier, tout ça a l'air assez logique et séduisant. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Est-ce que ces stratégies tiennent leurs promesses? C'est la question à $1 million. Est-ce que ça marche vraiment de se concentrer sur ces facteurs? Eh bien, voyons ce que les données historiques nous disent. Alors, regardons ce graphique. La ligne jaune, c'est l'indice MSCI World, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est notre point de référence. Maintenant, regardez la ligne bleue, qui représente le facteur momentum, et la rouge, le facteur qualité. Il n'y a pas photo. La divergence est énorme. Si on regarde à la fin, en août 2025, on voit que le momentum surperforme très largement, suivi de près par la qualité. L'indice standard, lui, est loin derrière. Ce tableau, il résume très bien les caractéristiques de chaque facteur. On voit que certains, comme la valeur ou le momentum, sont procycliques. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont tendance à mieux performer quand l'économie va bien. À l'inverse, la qualité et la faible volatilité sont défensifs. Ils tiennent mieux la route quand l'économie ralentit. Le point absolument clé ici, c'est leur faible corrélation. Ça veut dire qu'ils ne réagissent pas de la même manière au même moment. Et ça, pour diversifier un portefeuille, c'est de l'or.
Pour être plus concret, regardons ce qu'il y a à l'intérieur d'un ETF Momentum. On voit tout de suite qu'il est très concentré sur certains secteurs, la finance et la technologie en tête. C'est un portefeuille qui n'a rien à voir avec un indice mondial classique. Ça montre bien à quel point le choix d'un facteur peut radicalement changer l'exposition au marché. Ok, on a vu le bon côté des choses. Mais pour avoir une vision complète et honnête, il faut absolument parler des inconvénients. Parce que, bien sûr, comme pour toute stratégie d'investissement, il y a un revers à la médaille. Le point le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Les performances qu'on a vues, ce sont les performances passées, et elles ne préjugent en rien du futur. Un facteur qui a cartonné pendant 10 ans peut très bien sous-performer pendant les 10 années suivantes. C'est arrivé. Il faut aussi savoir que ces ETF sont un peu plus complexes, un peu plus chers que les ETF traditionnels. Bref, ce n'est pas une solution magique. C'est un outil puissant, mais qu'il faut savoir manier avec précaution. Alors pourquoi un tel engouement malgré les risques ? Eh bien, cette citation le résume parfaitement. L'attrait du Smart Beta vient du fait que la performance de ces facteurs a été observée sur de très longues périodes, à travers différents pays, différentes classes d'actifs. C'est cette robustesse historique qui a construit sa popularité. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Est-ce qu'une approche systématique, basée sur des règles et des décennies de recherche, peut vraiment, et surtout durablement, faire mieux que l'intelligence collective de millions d'investisseurs qui composent le marché ? C'est tout l'enjeu et tout le débat autour du Smart Beta. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.